Bonsoir à toutes et à tous. Ça va être très heureux que vous soyez venus nombreuses et nombreux pour cette rencontre en compagnie donc de Jean-Yves Lorichesse et Alain Viercondelet qui vont évoquer tous les deux livres magnifiques, deux livres issus de cette très belle collection et récente collection, on peut dire, le roman d'un chef-d'œuvre créé par Henri Dougier, qui est le fondateur, créateur des éditions Autrement, qu'on connaît très bien ici, et on aura l'occasion sûrement d'en parler. Donc Alain Viercondelet, De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt, donc cette collection roman d'un chef-d'œuvre. Jean-Yves Lorichesse, Les Noces rouges selon Bruegel, toujours dans cette collection, le roman d'un chef-d'œuvre. Quelques mots sur vous, bien que on vous connaît bien ici, Jean-Yves Lorichesse à Toulouse, mais c'est toujours bien de rappeler qui vous êtes et ce que vous aviez écrit. Je vous avais rencontré la première fois pour Place Monge, pour votre premier roman, puisque vous aviez eu le prix littéraire de la ville de Balma. À l'époque, j'étais donc en charge, avec grand plaisir, de ce salon des littératures francophones, de ces rencontres du livre et du vin de Balma. Vous êtes né à Guéret, je crois, et vous vivez à Toulouse depuis maintenant un certain temps, on ne dira pas combien. Vous êtes universitaire et écrivain, auteur de nombreux essais, articles de critique littéraire, en particulier sur Jean Giono et Claude Simon, et ainsi que de plusieurs romans aussi publiés aux éditions Le Temps qu'il fait et aux ateliers Henri Dougier. Il y avait un précédent roman dont on parlera, qui nous met sur la piste de Bruegel, qui était donc ce très beau livre, Les Chasseurs dans la neige, qui était déjà une façon d'aborder l'œuvre de Bruegel. Alain Viercondelet, vous êtes universitaire, docteur en histoire de l'art et des mentalités, écrivain et biographe de nombreuses figures de l'art. Je ne peux pas toutes les citer parce que ça nous prendrait pas mal de temps. Figures de l'art, de la littérature et de la spiritualité, des travaux de référence sur Duras, Camus, Saint-Exupéry. On vous doit aussi des ouvrages consacrés notamment à Séraphine de Senlis, Balthus, Picasso, Dora Maar et plus récemment à Toulouse-Lautrec. Alors, je vais peut-être d'entrée de jeu me permettre de lire un court passage qui est où Henri Dougier, finalement, le créateur de la collection, donc explique un petit peu, en quelques mots, c'est assez éclairant justement, le principe de cette collection, le roman d'un chef-d'œuvre. Certains tableaux ont cette étonnante capacité de nous réenchanter corps et âme, de mobiliser notre mémoire, notre imaginaire, nos émotions. Mais comment sont-ils nés ? Dans quelles circonstances ? Et à quel moment de la vie de l'artiste ? Chaque auteur de cette collection raconte la véritable saga d'un tableau en le mettant en scène à l'époque et dans le lieu où il a vu le jour. Ces fragments de notre patrimoine universel sont une source inépuisable d'émerveillement et d'empathie. Face aux violences du monde, à nos peurs, à nos tentations de repli sur soi, la voix des artistes réconcilie, réveille et rassemble. Résonne alors en nous cette quête éperdue du beau, la beauté simplement. À travers donc Peter Bruegel, Les Noces rouges selon Bruegel, et donc ce fameux tableau de Klimt, le baiser de Klimt, De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt. Alors, première question à tous les deux, bon, peut-être banale, mais qu'il faut quand même vous poser, c'est comment c'est fait. Alors vous, je l'ai un peu dit, Jean-Yves Lorichesse, vous aviez déjà écrit donc, Les Chasseurs dans la neige sur Bruegel. Alain Viercondelet, je regardais votre bibliographie, vous n'aviez encore, je crois, peut-être je me trompe, vous me dites jamais écrit sur Klimt, à moins que... Jamais. Voilà. Encore que, oui. Alors, comment s'est fait voilà, cette rencontre ? Vous, c'était peut-être avec Les Chasseurs dans la neige, la rencontre avec Henri Dougier, et comment, voilà, après, il vous a mis finalement peut-être le pied, les deux pieds à l'étrier, si je puis dire, Jean-Yves Lorichesse, et ensuite Alain Viercondelet. Oui, alors effectivement, dans mon cas, il y a un antécédent, qui est le premier livre que j'ai publié aux ateliers Henri Dougier, donc Les Chasseurs dans la neige, donc qui venait d'une très longue, très ancienne fascination pour ce tableau particulièrement, et plus largement pour ce peintre, une fascination qui remonte à l'adolescence, et donc qui m'avait conduit à entrer dans le tableau. À force de regarder très longtemps, très souvent un tableau, surtout ces tableaux qui racontent des histoires et qui montrent des paysages extraordinaires comme ceux de Bruegel, ces tableaux finissent par s'animer et on peut être tenté à un certain moment d'y entrer ou d'en faire sortir les personnages. Enfin, ça joue dans les deux sens. Donc c'est ce qui m'avait conduit à écrire ce petit récit, donc, qui était assez largement imaginaire. Bon, on y reviendra, on sait assez peu de choses sur Bruegel, et dans lequel j'inventais aussi, d'ailleurs, un personnage totalement de fiction. Donc bon, voilà, ça c'était les Chasseurs dans la neige. Et effectivement, lorsque Henri Dougier a créé cette collection, alors il n'est pas inintéressant de savoir qu'il a fomenté cette idée pendant la période du confinement.
On parlait tout à l'heure du fait que nous-mêmes, nous avons écrit pendant cette période-là. On parle du premier grand confinement, comme on dit, qui devient presque une sorte de référence mythique aujourd'hui. Et je me souviens qu'Henri Dougier, donc, qui est quelqu'un de très, très enthousiaste, hein, plusieurs fois m'avait téléphoné, il était en train de penser à cette collection. Et il me disait, ce que je suis en train de me demander, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec toutes les drames qui se vivent, pas simplement d'ailleurs le Covid, mais aussi qui peuvent exister dans le monde, qu'est-ce qui peut réunir les hommes, qu'est-ce qu'on peut avoir de commun et qui nous aide face à la dureté de la réalité. Et d'où, et c'est tout à fait l'esprit du petit livre que vous avez lu tout à l'heure, du petit texte que vous avez lu tout à l'heure, et il disait la beauté et particulièrement donc les chefs-d'œuvre, la peinture. Donc c'est venu comme ça. Et il m'a effectivement proposé de faire donc un livre dans cette collection. Dans un premier temps, j'avais pas obligatoirement pensé à refaire Bruegel. J'avais pensé à faire quelque chose sur Chagall d'abord, que j'aime beaucoup aussi depuis très longtemps. Et puis, il semblait qu'il puisse y avoir des problèmes avec les héritiers de Chagall. Enfin, il était inquiet de ça. Donc, j'ai renoncé à Chagall. Et puis, c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi vous ne referiez pas un Bruegel? Et je ne voulais pas refaire, évidemment, bien sûr, ni sur le même tableau, ni dans la même forme. Mais en fait, l'idée de continuer cette sorte de compagnonnage avec Bruegel sur un autre tableau m'a séduit, et j'ai pris du coup un tableau très différent qui est non pas un grand tableau de paysage comme Les Chasseurs dans la neige, mais une de ces scènes paysannes, hein, de réjouissance paysanne, qui s'intitule le repas de noces, hein, et donc c'est parti comme ça, et j'ai cherché évidemment une forme tout à fait différente de celle des Chasseurs dans la neige. Alain Viercondelet, donc la rencontre avec Henri Dougier et oui. cette façon Est-ce qu'on m'entend là? Oui, oui. Pour répondre à votre question, oui, j'avais déjà travaillé sur Klimt finalement. Excusez-moi. Mais non, mais c'est pas dans le titre de ce livre auquel je fais référence. J'avais publié il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelait Les couples mythiques de l'art. Et dans ce livre, j'avais évoqué Klimt et sa compagne. Et donc, m'était revenu Émilie Fruegel. Et donc, moi, pourquoi ai-je travaillé sur ce sujet? J'étais un peu familier déjà, parce que j'avais publié, il y a 4 ans à peu près, ou 5 ans, je ne sais plus exactement, chez Flammarion, un livre qui s'appelait Guernica 1937. Et j'avais étudié l'histoire du tableau. Et c'était formidable à faire parce que, en fait, tout le monde connaît Guernica et il n'y a pas eu de véritables travaux qui ont été faits spécifiquement sur Guernica. Et donc, je me suis intéressé à ça et sous forme romanesque chez Flammarion, et j'ai sorti ce livre donc de la relation entre Dore Maar, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, et puis Picasso. Et d'ailleurs, c'est un peu la genèse de la collection. Parce que Dougier m'avait dit qu'il avait eu ce livre en main et ça lui a donné idée de cette collection du roman d'un chef-d'œuvre. Donc, très naturellement, il m'a demandé de travailler sur ce sujet, puisque j'avais, il y a longtemps déjà, travaillé avec lui chez Autrement. Et donc, on se connaissait. Et j'ai accepté ce travail qui, pour moi, et comme je suppose pour vous aussi, est un travail, pour une première fois, deuxième fois de ma vie, peut-être, de commande. Hein, c'est un livre vraiment qui avait été fait sur proposition d'un éditeur par rapport à nos compétences, bien sûr. Mais moi, je l'avais accepté à condition que Dougier me donne carte blanche sur le sujet, ce qu'il a fait, évidemment. Et voilà. Donc, pendant ce confinement, je me suis intéressé à Klimt et au baiser. Et pour quelle raison? D'abord parce que mon goût précis, particulier, ça serait de faire d'étudier un tableau très inconnu, très rare, et entrer dans le sujet. Mais évidemment, mon éditeur m'a dit, vous savez, les livres rares, les sujets rares, c'est toujours un peu compliqué, disons le mot commercialement. Alors, il m'a dit, il faudrait peut-être que vous traitiez un sujet peut-être plus connu. Alors là, j'ai dit, ben oui, il y en a un qui est très connu, c'est quand même le tableau, qui est peut-être le plus connu du monde, hein, le baiser, et qui a la particularité d'être le tableau le plus marchandisé du monde.
C'est-à-dire que j'ai fait à la fin du livre une sorte de répertoire à la Prévert sur les objets manufacturés sur lesquels on trouve le baiser. Et j'ai trouvé des choses incroyables. J'ai trouvé des paillassons, j'ai trouvé des préservatifs. Oui, j'ai trouvé aussi des têtes de lit pour inspirer les amants, j'imagine, dans la chambre. Et puis bon, alors évidemment, il y avait les mugs, il y avait les tapis de souris, il y avait tout ce qu'on peut imaginer, les tasses à thé, etc. Et le baiser est partout finalement. Et curieusement, là aussi, comme dans Guernica, aucun critique d'art n'avait traité le baiser. Véritablement le baiser. Alors, il y a énormément de livres sur Klimt, bien sûr, où le baiser est traité en 2, 3 pages ou 15 lignes, mais il n'y avait pas d'études qui avaient été faites sur le baiser. Et je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être ça le sujet. Donc je réconcilie à la fois l'aspiration d'Henri Dougier que la collection marche effectivement, et en même temps, eh bien mon goût de l'enquête qui se trouvait ici rassemblé. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est vos deux livres, hein, ça aborde énormément de sujets, mais c'est comment finalement ces tableaux s'inscrivent dans l'histoire, dans finalement le contexte social, politique. Alors, c'est vrai pour Klimt, parce qu'on est au sein de Vienne, donc la capitale de l'Autriche, donc il y a ce côté fin de siècle, ça, que vous abordez vraiment assez souvent dans le livre. C'est vrai aussi pour Bruegel, on est en 1568, hein, si je me rappelle bien, en pleine période de troubles, et on peut vous citer, Jean-Yves Lorichesse, vous écrivez à un moment donné, la modération nécessaire au bonheur des peuples est aujourd'hui la chose du monde la moins bien partagée. Et je ne vois guère d'espoir que ce pays vive en paix avant longtemps. Enfin, c'est pas, en l'occurrence, je ne sais plus qui parle à ce moment-là. C'est peut-être Cardinal. Enfin, je pense. C'est un des témoins. Un des témoins, parce que voilà, l'intérêt de votre livre. Alors, deux formes très différentes. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. On peut prendre deux plaisirs de lecture très différents. Mais vous, c'est, Jean-Yves Lorichesse, le parti pris, finalement, d'aller faire témoigner. Alors, évidemment, vous inventez, hein, parce que je pense qu'il y a des choses connues, puis d'autres. Il y a peu de choses finalement dont on peut être vraiment sûr. Je ne sais pas, vous me direz pour la vie de Bruegel, mais il y a donc des témoins qui sont ses proches, qui sont sa compagne, des gens qui l'ont côtoyé, la personne qui lui commande le tableau. Enfin, et donc pourquoi peut-être déjà cette idée de faire témoigner comme ça, pour rendre vivant Alors c'est lié effectivement à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire cette importance du contexte. Hein, c'était vraiment l'esprit de la collection, hein, c'était resituer un chef-d'œuvre dans son contexte de production. Alors, une grande différence entre Bruegel et Klimt, c'est que sur Bruegel lui-même, on sait très peu de choses. Hein, très peu de choses. On n'est même pas sûr de l'endroit où il est né. Il est né on sait qu'il est né à Breda, mais en fait, il y a 2 Breda, donc différents, donc on ne sait pas dans lequel. Sa date de naissance est approximative. Donc, il y a quelques repères biographiques, mais très peu. Donc dans Les Chasseurs dans la neige, le précédent roman, je m'en étais assez bien accommodé finalement parce qu'il y avait une part assez importante de fictionnalisation, d'imagination de personnages, comme je disais tout à l'heure, inventés, même s'il y avait aussi des personnages réels déjà et un contexte. Mais là, pour ce nouveau livre, pour répondre aussi à la demande, et puis parce que ça m'a intéressé, je me suis dit il faut que je creuse le contexte, parce que sur Bruegel lui-même, je vais évidemment essayer de faire vivre le personnage de Bruegel, et je le mets en scène et je l'invente, parce que franchement, ce que je dis de lui, à part quelques faits biographiques, c'est très largement un fait d'imagination, comme un personnage de roman, que j'imagine à partir surtout de ces tableaux et de ce que je vois de ces tableaux. Mais je me suis dit que j'allais travailler davantage le contexte, et c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, hein, par rapport à mes livres précédents, qui sont soit des livres plutôt d'histoire familiale, soit des livres vraiment de pure fiction, mais pas de romans, pas historiques, mais enfin en tout cas documentés historiquement. Et ça c'est quelque chose qui m'a plu, cette idée-là, de faire un peu des recherches sur l'époque, qui est effectivement une époque très particulière, à laquelle on ne pense pas obligatoirement. Quand on pense Bruegel, on pense nature, harmonie de la nature, liesse paysanne, etc. En fait, il y a aussi chez Bruegel des tableaux beaucoup plus violents. Hein. Par exemple, le Massacre des Innocents, hein, qui est une transposition contemporaine de Bruegel, du Massacre des Innocents dans la Bible, où on voit donc des cavaliers habillés de rouge qui massacrent les innocents, hein, c'est l'ordre des
Hérode, où le portement de croix, où aussi où il y a des scènes de violence. Il y a bien sûr son grand tableau, Le Triomphe de la mort. Donc il y a tout un côté aussi sombre et tragique et violent chez Bruegel. Mais c'est vrai que jusqu'ici, j'étais plutôt sensible à la dimension de l'harmonie, de la beauté, ces paysans qui festoient, qui dansent, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, en creusant un petit peu le contexte historique, que effectivement les Flandres à cette époque étaient en pleine tragédie, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une révolte qu'on appelait la révolte des Gueux, qui n'était pas d'ailleurs uniquement une révolte populaire, qui était une révolte plutôt d'ailleurs de nobles flamands qui s'opposaient au pouvoir de Philippe II, le successeur de Charles Quint, qui régnait sur les Flandres et qui était extrêmement tyrannique. Donc avec aussi bien sûr un soutien populaire, mais c'était une révolte de nobles avec un soutien populaire. Ce sont c'est les gens de Philippe II qui les appelaient les Gueux. Et pour mater cette révolte des Gueux, Philippe II a envoyé un personnage terrible dont, paraît-il, en Belgique, on a encore la mémoire, qui est le duc d'Albe. Le duc d'Albe, qui était donc un Castillan, qui a été envoyé là-bas pour mater cette révolte, et qui a créé donc un conseil, on dit le conseil des troubles, qu'on appelle le conseil du sang, qui était en fait un tribunal d'exception pour à la fois effectivement mater cette révolte et en même temps aussi surveiller bien sûr de tous les hérétiques, etc. Donc il y a tout ce contexte de violence. J'ai voulu réintégrer finalement ce tableau qui par ailleurs est un tableau de réjouissance populaire et paysanne, le réintégrer dans son contexte et y voir aussi, et là c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mes lectures d'historiens de l'art, qu'on pouvait aussi voir ces tableaux de Bruegel, qui sont des tableaux en apparence très, très vivants, très joyeux, et qui sont aussi nourris de ces festivités populaires, comme aussi un message en fait d'opposition à Philippe II, qui voulait tuer finalement quelque part les traditions et les libertés flamandes. Et donc, en montrant ces liesses populaires, Bruegel finalement faisait une sorte d'acte politique, mais très, très crypté, très déguisé. Donc ça, c'est effectivement un des axes du livre, et qui est tout à fait lié au contexte. D'où aussi les témoins, parce qu'en même temps, ce contexte-là, la question qui se posait, qui se pose à chaque auteur de la collection, c'est comment en faire une matière romanesque, puisque nous n'écrivons pas ni des biographies ni des documentaires. L'une des idées qui m'est venue, qui s'est imposée à moi, ça a été effectivement de faire comparaître en quelque sorte, ou de solliciter des témoins. Donc il y a une dizaine de témoins qui sont en fait soit, comme vous l'avez dit, des familiers de Bruegel, soit de ses mécènes, soit même donc aussi le premier ministre des Flandres, enfin, donc des personnages qui qui a vécu avec lui, voilà, sa compagne. Mais sa compagne, voilà, donc aussi bien, ou d'autres peintres aussi qui ont été son compagnon de voyage en Italie, par exemple, c'était un autre peintre flamand, son fils, aussi l'un de ses fils, Pierre Bruegel le jeune, son biographe aussi, Van Mander, dont on pourra parler, qui est aussi quelqu'un qui nous apporte quelques renseignements un peu peut-être suspects parce que tardifs sur la vie de Bruegel. Enfin voilà, donc articulé finalement de manière romanesque, puisque ces personnages viennent parler, et là évidemment c'est moi qui invente leurs paroles, mais à partir des informations que j'ai puisées dans la documentation. Voilà. D'engagement, on peut citer un extrait. Il était cependant inquiet que certains esprits fanatiques puissent se venger sur les siens après sa mort de ce que son œuvre pouvait avoir de trop libre, et on va retrouver ça aussi, la liberté chez Klimt aussi, de trop libre à leurs yeux. Nul n'ignorait les allusions contemporaines qu'il avait glissées dans certains de ses tableaux religieux, mais il m'expliqua que même des œuvres d'apparence bénigne qu'il avait peintes récemment, comme le repas de noces ou la danse des paysans, déplaisaient au duc d'Albe, qui voyait en elle l'exaltation pernicieuse de franchise et tradition flamande. Surtout, il me demanda de brûler certains dessins qu'il gardait dans son atelier, qui dénonçaient de manière trop directe les excès des Espagnols, dont avaient été victimes plusieurs de ses amis, à Anvers comme à Bruxelles. Je lui obéis la mort dans l'âme, car ces dessins étaient une grande force, et j'eusse voulu les jeter à la face des inquisiteurs. Je ne sais plus qui parle. C'est son épouse, Maiken. Voilà. Mais je compris que Peter ne partirait pas en paix s'il savait les siens menacés.
Je me souviens encore du petit autodafé que je fis dans la cheminée de sa chambre, quelques jours avant sa mort, les yeux pleins de larmes, jusqu'à ce que, me retournant, je lisse sur son visage amaigri la reconnaissance pour un acte qui le soulageait d'une lourde inquiétude. C'est ce jour-là qu'il me fit don de son dernier tableau, La Pie sur le gibet, qui est comme un pied de nez à la mort en même temps qu'un merveilleux paysage et que j'ai gardé depuis dans ma chambre. Je compris combien sa prudence était justifiée lorsque, quelques mois plus tard, le duc d'Albe imposa à chaque famille bourgeoise d'héberger un mercenaire espagnol. Voilà, c'est un extrait. Est-ce que pour Klimt, on parle d'engagement pour Bruegel, mais il y a aussi pour Klimt, alors l'Italie pourrait être aussi un point commun, parce que c'est vrai que Peter Bruegel se rend en Italie, ça fait partie dans ça, il va à Rome, enfin, je me souviens, et Klimt va peut-être finalement trouver à Ravenne notamment, il va peut-être puiser. Oui, pense à l'Italie. Il visite Ravenne et Venise en 1902 et le tableau du baiser date de 1906, entre 1906 et 1908, et il a été exposé en 1908. Donc il est allé à Venise, il est allé à Ravenne, et là il a découvert effectivement les mosaïques et également toutes les enluminures de la peinture vénitienne de cette époque. Mais en fait, l'histoire du baiser, elle remonte à bien plus loin. Je pense qu'il y a eu tout un processus qui a fait que Klimt est arrivé enfin au baiser, comme une sorte d'accomplissement. D'ailleurs, il y a un tableau qui s'appelle aussi l'accomplissement, qui est antérieur au baiser, qui est quasiment le baiser. Et il est encore revenu sur ce sujet, sur cette facture, sur cette posture même des amants. Il y est revenu avec le baiser. Donc on sent bien que le baiser est un travail qui, pour Klimt, a été extrêmement important et en même temps c'est une histoire personnelle qu'il a conduite depuis sa jeunesse, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il était un orfèvre dans son adolescence. Il était garçon d'atelier de son père, qui était orfèvre, et il était ciseleur, il était spécialiste surtout des ciselures et de l'or. Et donc, il a travaillé l'or dès sa jeunesse. Mais évidemment, l'or va scander son travail, et on va voir qu'au fur et à mesure de ses commandes, parce qu'il a surtout travaillé grâce à des commandes aussi bien impériales que des commandes de gens fortunés privés qui lui ont demandé de décorer leur hôtel particulier, par exemple, dans toute l'Europe. Et donc, il a travaillé avec beaucoup de gens et à chaque fois, il a commencé, je me suis intéressé au fait de savoir quand et comment et à quelle cadence l'or apparaît dans son œuvre. Et l'or, au fur et à mesure, grandit jusqu'à ce qu'il appelle lui-même une série de tableaux qu'il appellera le cycle de l'or, juste dans les années 1900. Et au fur et à mesure, les tableaux qu'il va faire, ou les décorations, ou les fresques qu'il va concevoir dans certains hôtels particuliers, comme par exemple chez le milliardaire Scotlet à Bruxelles, et il va décorer un hôtel particulier absolument sublime, qui existe encore aujourd'hui, et dans lequel il y a la mosaïque et la peinture fresque d'or. Et au fur et à mesure, les personnages adviennent toujours dans une sorte de... Ce qu'il faisait quand il était adolescent, c'est-à-dire qu'il sertissait. Il sertissait les bijoux. Et donc l'or sertit, en fin de compte, comme une sorte d'écrin, comme une sorte d'étau, peut-être, pourrait-on dire aussi, l'objet ou le personnage. Généralement des femmes, il est le grand peintre des femmes, généralement des femmes fatales, comme chacun sait. Donc, l'or est arrivé très lentement, mais aussi s'est imposé au fur et à mesure des tableaux, et pour arriver à cet éblouissement, je dirais presque, cet aveuglement qu'on a, cette sidération même qu'on a lorsqu'on regarde au Belvédère le tableau du baiser. On le regarde comme il est aussi, c'est la Joconde du pays, et donc tout le monde le regarde de façon, tout le monde va au Belvédère pour voir le baiser,
effectivement, ce baiser est entièrement recouvert d'or, hein, et à tel point qu'il ressemble presque à un lingot, même dans sa structure, où la carrure de l'homme embrasse à la fois la jeune femme et puis le paysage. Donc il y a cet or qui apparaît et qui est aussi très symbolique. Je crois qu'on peut expliquer pourquoi cet or est aussi présent quasiment à la fin de son grand œuvre, hein, de son œuvre importante, puisqu'après il va peindre des choses qui sont tout à fait différentes, où l'or disparaît et où apparaît au contraire une peinture soumise davantage à la végétation et aux fleurs. Et nous avons des forêts, des jardins qui sont presque peints en gros plan et qui prennent tout le tableau, même sans marge. N'est-ce pas? Un peu comme chez Séraphine de Senlis, d'ailleurs. Donc il y a l'or, c'est l'acmé, le baiser, c'est l'acmé de ce travail qu'il effectue sur l'or. Or, on sait très bien ce que représente dans l'histoire des mythes et aussi dans les légendes, ce que représente l'or. L'or, c'est l'inaltérable, n'est-ce pas? Et je pense qu'il arrive à un moment, évidemment, de grande violence, là aussi. Il arrive à un moment où l'empire austro-hongrois se désagrège. Il arrive à un moment où les prémices d'une guerre à venir se font voir. Il arrive à un moment où, en Europe, la peinture brise les tabous aussi. Et il sait que quelque chose de nouveau va apparaître. Et donc, il y a des choses aussi à sauver. Et il sait très bien que ce qu'il veut sauver, c'est non pas l'aspect décoratif que pouvait revêtir sa peinture jusqu'alors. Il a dit souvent, la seule chose qui m'intéresse dans la peinture, c'est le fond de l'histoire de la peinture, c'est le fond de la peinture, c'est ce qu'elle représente, ce qu'elle est, c'est-à-dire sa dimension spirituelle. Et il ne veut donc pas, un peu comme Picasso dira qu'il ne veut pas qu'un tableau serve à être posé ou suspendu au-dessus d'une cheminée. Eh bien, lui-même, il ne voulait plus du tout que ces tableaux ou que ces fresques servent de décor, ou quoi qu'il en ait exécuté beaucoup, et au fur et à mesure, il a peint des tableaux qui devenaient de plus en plus insolites, comme le baiser, par exemple, de plus en plus énigmatiques aussi, hein, qui fait que ça commençait à gêner l'institution, ça commençait à gêner le pouvoir. Et donc on l'a considéré, lui qui avait reçu énormément de commandes de l'empereur, il a été au fur et à mesure isolé. Et alors tout cela est dû certainement aussi à une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui devient mon fil conducteur dans le livre, non pas par ruse romanesque, si j'ose dire, mais comme un fil rouge quand même, parce qu'il tombe amoureux. Alors c'est un homme qui est un homme à femme. C'est un homme ça, vous l'écrivez, vous le dites. Ça, on le sait, l'histoire, on le sait, les biographes de Klimt le disent. Et on ne compte plus les enfants, on compte 13, je crois, 13 enfants bâtards qui sont répandus dans la ville de Vienne. Et il trousse les servantes, etc. Et bon, il est très physique. Mais il a un côté très étrange. Il a une femme auprès de lui qui est Émilie Fleuge, qui est une sorte de Coco Chanel de Vienne, n'est-ce pas? Et qui a un atelier de couture avec ses sœurs et qui commence à libérer le corps des femmes. Et qui, justement, comme elle est d'ailleurs l'amie de Coco Chanel, elle est aussi, semble-t-il, homosexuelle. Et donc, mais ce n'est pas encore avéré. Aucun biographe ne le dit vraiment. Enfin, suggère cette chose-là, mais ne l'affirme pas. Et donc, cette Émilie Floch, qui est très belle et qui, d'ailleurs, est l'objet des plus grands tableaux de Klimt, et particulièrement du baiser, hein, cette femme va l'inspirer, va l'aider dans sa vie. Elle va lui demander elle va l'inciter à peindre autrement
que ce qu'il faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire de délaisser l'art décoratif, dans lequel il excelle, pour aller vers une peinture qui est beaucoup plus mystérieuse et aussi plus secrète, n'est-ce pas ? Donc il vit avec elle une passion, on peut le dire, parce qu'on a la correspondance. Et il y a une passion amoureuse entre ces deux personnages qui ne sont pas amants, semble-t-il, mais qui vivent comme des amants et qui vivent ensemble. Et on les voit, on a beaucoup de photos. Ce qui est formidable, on voit comme ça comment Klimt s'habille, comment Émilie Floge l'habille lui-même, hein, dans des sortes de vareuses ou de robes sacs, comme ça, parce que Klimt est un géant. Hein, c'est vraiment un homme très grand, très fort, très puissant, et qui est habillé avec des grandes robes, des grandes toges, comme ça. Vous voyez, et on a l'impression que c'est un marabout, vous voyez. Et en plus, il a les cheveux rouges, paraît-il, comme ça. Bon, il est un peu étrange, enfin, un visage assez fort, assez violent même. Hein. Et elle est très fluide, c'est comme une liane. Elle est vraiment d'une silhouette sylphide. Et on les voit dans les photos que nous avons et que Vienne a conservées. On les voit sur le débar, sur le lac de Terzée, où ils vont toujours en vacances ensemble, etc. Et il lui dédie d'ailleurs toute son œuvre et il a fait hériter de toute son œuvre. Et donc elle est vraiment l'inspiratrice, l'initiatrice quelque part. Et donc il veut dans ce tableau, je pense, qui est entièrement serti d'or et dans lequel on ne voit que le visage d'Émilie qui apparaît comme une sorte d'insecte presque, comme cela, et lui qui l'enveloppe de ses larges épaules et de cette robe justement qui ressemble au tissu que Émilie Floge fait tisser ou même qu'elle fait peindre par Klimt, hein, c'est-à-dire un peu à la façon de Sonia Delaunay, hein, c'est-à-dire des grands cercles déjà, un peu comme on le voit dans la peinture des Delaunay d'ailleurs, aussi bien Robert que de Sonia. Et donc il y a ce désir de préserver quelque chose d'un monde qui s'écroule, d'une histoire qui est rare et qu'il veut absolument préserver. Et contrairement à ce qu'on pense, on dit toujours le baiser c'est un hymne à l'amour, hein. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le trouve sur les préservatifs ou sur les têtes de lit ou sur les thés d'oreiller, que c'est un hymne à l'amour, mais en même temps je pense que c'est pas forcément un hymne à l'amour. Je pense que c'est l'histoire, c'est une histoire secrète d'âme. C'est comme un vol de l'âme, si vous voulez, un vol au sens de celui qui s'envole. Hein. C'est un vol de l'âme, et c'est pourquoi le tableau est justement alimenté par cette source d'or qui enrobe le tableau, comme si il y avait danger qui est manifesté, bien sûr, par ce qu'il y a à droite du tableau, c'est-à-dire les chevilles de la jeune femme qui sont dans le vide. Le tableau à droite montre une sorte d'abîme et de peinture tout peint en noir. Cet abîme est là, tout noir, sombre, comme une sorte de gouffre. Et les chevilles de Émilie sont près de tomber. Mais son corps va être attrapé par la force du peintre, et puis également par la puissance de l'or, bien sûr, qui va enrober tout cela. Vous écrivez juste, Alain Vircondelet, la peinture pour Klimt était un art du secret et du mystère. Vous évoquiez justement Oui. Elle devait se jouer à huis clos, dans la nuit de son atelier, hors du regard de quiconque. Être seul avec elle, la peinture, et avancer dans la voie qu'elle seule avait choisie. Il se savait doué d'une force intérieure dont il ignorait lui-même l'intensité, la force presque tellurique qui l'agitait quand commençait le travail. Il y avait de la fureur et de la violence si mal contenues qu'il ne pouvait l'exposer à personne. C'est pour cela qu'il réclamait le plus grand silence aux modèles qu'il employait ou aux femmes du monde qui venaient poser pour lui. Elles avaient certes droit d'entrer dans son antre, mais elles ne participaient pas vraiment à l'élaboration de la toile. Elles allaient et venaient, c'était ce qu'il leur demandait.
généralement dévêtus, marchant ou bien alanguis dans des sofas de velours sombre, et ils s'imprégnaient de cette matière féminine, de leurs gestes, de leurs mouvements, de leurs odeurs aussi. À l'extérieur, on jasait bien sûr dans la très conventionnelle Vienne, où se côtoyait une légendaire rigidité et en même temps un certain goût pour l'abandon et le libertinage. L'hypocrisie de la ville irritait Klimt. Il y voyait la plus grande explication de ce qu'il pressentait, la fin d'un monde, d'un règne, tout l'or d'une société savamment accumulée et qui très vite, après des siècles, s'effondrerait. Je citais ce passage parce que ce qui est intéressant aussi dans vos deux romans d'un chef-d'œuvre, Jean-Yves Lorichesse et Alain Viercondlet, c'est les passages que vous nous emmenez au cœur je vais dire, du cabinet du peintre, enfin de son atelier. Alors il y a un peu cette dimension aussi chez Bruegel personne ne peut y rentrer, il travaille seul, et à un moment donné, il est dérangé par un personnage qui vient se plaindre parce qu'il y a eu un épisode dans la campagne. Bon. Et c'est vraiment cette activité solitaire. Et vous citiez aussi, vous mettiez le focus, si je puis dire, Alain Viercondlet, sur un aspect du tableau, les chevilles. Et c'est vrai aussi que dans votre livre, à un moment donné aussi, on voit le tableau en train de se composer, comme chez vous aussi, en train de se faire, le tableau qui s'anime presque. Et vous mettez aussi vous faites un peu une sorte de zoom, si je puis dire, de gros plan sur un détail sur lequel vous mettez l'accent. Voilà. C'est des points qui sont aussi très importants dans vos deux romans d'un chef-d'œuvre, je trouve. Oui, alors effectivement, il y a d'une part le contexte, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même le chef-d'œuvre qui nous intéresse. Voilà, c'est le roman d'un chef-d'œuvre, qui est au centre du livre. Et là, alors effectivement, le problème, c'est qu'autant le contexte des Flandres de la fin du XVIe siècle, il est bien connu des historiens, autant les circonstances dans lesquelles Bruegel a peint tel ou tel tableau sont très peu connus. Même, alors on sait, on connaît les mécènes qu'il a pu avoir, par exemple ce banquier, ou encore ce marchand qui est Hans Frankert. Mais quel tableau a été commandé par qui? Dans certains cas, on le sait, dans d'autres, non. Pour le repas de noces, par exemple, c'est peut-être Hans Frankert, mais peut-être pas. Donc moi, j'ai décidé que c'était lui. Ça, c'est l'arbitraire du romancier. Mais ça ne peut pas être contredit non plus. Mais ça, c'est la commande. Ça commence un peu par là. Et on est encore dans l'articulation entre le contexte et la création. Et là où ça devient vraiment beaucoup plus compliqué, en même temps beaucoup plus excitant aussi, c'est quand on est dans le face-à-face entre le peintre et sa toile. Et effectivement, j'ai imaginé Bruegel dans cette confrontation à la toile, y compris dans les aspects un peu techniques. Je me suis un petit peu renseigné sur on peignait sur bois, ce sont des peintures sur bois, il ne faut pas parler de toile en l'occurrence, mais de panneaux. C'est du chêne de la Baltique, déjà, rien que cette expression chêne de la Baltique, ça fait rêver, c'est vrai. Donc il y a des techniques, on utilise certains blancs pour le fond, etc., pour qu'ensuite il ressorte à travers la couleur. Bon. Donc là, ces aspects techniques, j'ai voulu qu'ils soient présents dans une certaine mesure, parce qu'il me semblait que c'était important, cette dimension matérielle et sensorielle du tableau. Et puis il y a bien sûr l'invention du tableau, le peintre dans son atelier. Alors c'est vrai que j'ai imaginé un Bruegel assez solitaire. Et pour le moment, aucun historien de l'art ne m'est tombé dessus, mais ça viendra peut-être, il y en a peut-être dans la salle, parce que c'est vrai que les peintres de l'époque avaient souvent des ateliers, avaient des apprentis, etc. Bruegel lui-même s'était formé auprès d'un grand peintre un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Peter Cogh van Elst. Qui l'a formé probablement, mais on n'en est pas sûr, dans son atelier. Mais Bruegel, je ne peux pas l'imaginer autrement que dans une sorte de confrontation solitaire à l'art. C'est peut-être un peu anachronique, parce que ça me rapproche du coup effectivement des peintres de la modernité. Mais en même temps, je n'ai jamais lu, cela dit, dans les différents livres sur Bruegel, donc d'historiens de l'art que j'ai lus, je n'ai jamais lu quoi que ce soit qui évoque un atelier de Bruegel, des élèves de Bruegel qui auraient peint telle ou telle partie du tableau, puisque ça se faisait assez couramment à l'époque, des parties un petit peu, une draperie ou quelque chose d'un petit peu plus facile à peindre a été laissé à
un élève. Bon, je n'ai jamais rien trouvé de tel, ce qui fait que, quelque part, mon rêve d'un Bruegel un peu en artiste solitaire dans son atelier n'a jamais été absolument infirmé par ce que j'ai pu lire sur lui. Et c'est vrai que ça correspondait à la manière dont moi je pouvais me projeter dans ce personnage, parce que Bruegel, évidemment, est pour moi un personnage. Puisque sur la personne Bruegel, je l'ai dit, on sait pratiquement rien. Il n'a laissé aucun écrit. Il n'y a pas de portrait de Bruegel de son vivant. On suppose qu'il s'est représenté lui-même 2 ou 3 fois dans des coins de tableaux, entre autres d'ailleurs dans le repas de noces ou dans d'autres tableaux, mais c'est tout à fait hypothétique. Donc ça laisse énormément de liberté. Et moi, j'avais besoin aussi que, même si c'est peut-être un peu anachronique, que ce soit un peu une figure de l'artiste tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Voilà. D'où le fait que, au fil du livre, donc entre les témoignages qui sont regroupés par 2, on retrouve ce fil conducteur de Bruegel, de la commande du tableau par Hans Frankert, donc le marchand, jusqu'à sa livraison à la fin de l'histoire, différentes étapes. Sans entrer évidemment dans tous les détails de la composition du tableau, ce qui aurait été un peu à la fois fastidieux et pour le coup totalement hypothétique. Enfin, Bruegel, dans l'émotion et en même temps dans l'attention, dans la précision et dans la concentration de l'acte de peindre, de poser une touche de vert sur le bonnet d'un paysan ou de décider de placer une tenture rouge tout en haut à gauche du tableau, que d'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps moi-même à repérer et qui reste assez énigmatique. Donc, d'essayer aussi, je crois que c'est ça l'intérêt de travailler sur un seul tableau, hein, plutôt que de faire un roman qui serait le roman du peintre dans son ensemble, toute son œuvre. Mais c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, on va très loin quand même alors, c'est une analyse du tableau, mais c'est une analyse qui est créatrice en même temps. C'est-à-dire qu'on va chercher, alors on lit des choses, on regarde de manière plus attentive, et puis avec ce qu'on voit et ce qu'on apprend, on fait quelque chose qui est, pour le coup, davantage du domaine du romanesque. Et on peut intégrer dans quelque chose qui est de l'ordre d'une réinvention, ou d'une invention peut-être même tout simplement du peintre, des éléments qui viennent directement du tableau. Analyse créative du tableau, le romanesque. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Oui, en fait, on peut faire ce genre de travail que vous faites, ou le mien, que face aussi à des œuvres insondables et des œuvres abyssales, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a quand même des œuvres qui sont limitées. On ne travaille pas comme cela, comme vous le dites, sur des œuvres moyennes ou médiocres. On ne travaille que sur des œuvres qui sont des chefs-d'œuvre, justement, c'est-à-dire qui ouvrent des trous noirs. Et il y aura toujours des critiques d'art, des biographes, des créateurs qui travailleront sur ces œuvres-là en renouvelant toujours un discours, parce que justement ces œuvres sont éternelles et sont insondables et inexplicables finalement. Moi par exemple, pour ce tableau de Klimt, ce que j'en dis est peut-être complètement faux, je ne sais pas, mais peu importe, il dit quelque chose que l'œuvre réverbère. Et certainement que d'autres, peut-être à partir de là, trouveront encore d'autres choses à venir. Et comme ça, le tableau s'élucidera au fur et à mesure. Mais je pense jamais. Hein, c'est comme une étoile dont on ne pourra jamais percer l'étincellement. Donc il y a dans ce travail, effectivement, à la fois du travail d'enquête, un travail de création aussi, mais qui est aussi un travail qui se fait par intuition, je pense. Hein. Il y a aussi beaucoup d'intuition. C'est ce qui peut-être peut séparer ou différencier un historien de l'art d'un écrivain, n'est-ce pas ? Il y a certainement un travail qui est un travail intérieur qui se télescope au vôtre aussi, parce que rien n'est innocent, évidemment. Si j'ai choisi le baiser, c'est parce que le baiser me parle quelque part. C'est pas seulement parce qu'il est marchandisé, évidemment. Vous voyez ?
Oui, ce serait un peu court. C'est évidemment parce que le travail, mais si je fais un travail de longue haleine sur Duras, c'est parce que Duras, elle me parle, évidemment. Et que donc, et Duras, j'ai beau moi-même avoir travaillé 10 ou 12 livres sur elle, je n'ai jamais fini de l'étudier. Jamais. Parce que c'est un trou noir, c'est un puits sans fond. Hein? Oui, est-ce que Bruegel vous parle, j'imagine, comme pour Alain Vercondé, oui, c'est pas un hasard oui, non plus. Oui, je pense. Enfin, oui, il y a quelque chose de. Alors, chez Bruegel, on a l'impression de quelque chose d'une évidence, hein, parce que voilà, il y a des paysages qui sont lisibles, il y a des personnages qui sont lisibles. Alors, on n'est pas dans l'art moderne, hein, on est dans quelque chose qui est une forme de réalisme, mais il faut donner à ce terme évidemment une résonance tout autre que la plate imitation du réel. On est dans un regard extrêmement à la fois attentif, contemplatif, inspiré, sympathisant, aussi bien sur la nature que sur les hommes, et d'ailleurs d'une intégration aussi de l'homme dans le cosmos. Alors là, dans le repas de noces, la nature, elle est à l'extérieur, mais j'y fais justement aussi entrer un peu le lecteur dans cette nature qui est en dehors de la grange, parce que là, c'est un espace clos. Mais à un moment, Bruegel, qui a participé à cette noce, puisque, alors ça, c'est quelque chose qu'on lit dans la petite biographie de Van Mander, qui était un peintre et écrivain donc flamand de la fin du XVIe siècle, et qui a écrit un livre des peintres, où il raconte la vie des grands peintres flamands et allemands. Et donc il y a une vie de Bruegel qui est assez brève, hein, et qui est contestée sur pas mal de points, parce que ça a été écrit 35 ans après la mort de Bruegel. Mais enfin, il y a des éléments qui semblent... Voilà, il y a des éléments qui sont... Et je fais même témoigner Van Mander lui-même, d'ailleurs. Donc je fais témoigner le vrai témoin. Mais il y a des éléments dans la biographie de Van Mander qui ont été confirmés par des recherches. Enfin, entre autres, il dit que Van Mander et son ami, que Bruegel et son ami Hans Frankert, donc le marchand, allaient dans les noces paysannes déguisés en paysans pour mieux observer les mœurs et pouvoir ensuite les costumes, etc. Il est dans le tableau aussi. Voilà. Il est le fameux Hans. Voilà. Alors, voilà. Oui. Alors ça, c'est une hypothèse personnelle. Effectivement, j'ai supposé que ça pouvait être le personnage. Mais cela dit, si on compare le personnage qui est à droite dans le tableau, qui est habillé en noir, qui a une épée au côté, qui est donc un personnage manifestement plus bourgeois, et une médaille de Frankert, hein, qui existe, hein, qu'on peut trouver sur Internet, on s'aperçoit quand même que cette même tête assez ronde, un peu joufflue, avec une barbe, côté bon vivant, les deux personnages se ressemblent. Donc. Mais on a aussi dit que ce personnage en noir, qui est à droite, qui est assez étrange, qui n'est pas du même milieu social que les paysans, c'était peut-être Bruegel lui-même. Donc, vous voyez, voilà, mystère. Comme au cœur de voilà. la toile de Mais voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, on est dans... je ne sais plus du coup quel était mon fil conducteur, mais... Vous faites sortir, vous disiez, vous faites sortir. Oui, voilà, donc la grange est fermée, hein, c'est un monde clos, à la différence des chasseurs dans la neige, qui est un monde largement ouvert. Mais du fait que Bruegel a beaucoup peint aussi ces vastes paysages, on sait qu'autour de la grange, il y a un village, qu'autour du village, il y a un paysage. Et là, c'est effectivement je crois que c'est ça qui me touche beaucoup, c'est cette sorte d'harmonie finalement idéale, hein, et en même temps très réaliste, parce que c'est vraiment les paysages et les hommes de son temps qu'il peint, mais c'est en même temps une forme d'idéalisme aussi de l'homme dans la nature. Ça, je trouve ça très, très puissant chez Bruegel, et ça me touche, et je trouve ça aussi très, très actuel quelque part, parce que chez Bruegel, il y a une manière de donner autant d'importance finalement au monde naturel, aux animaux qu'aux êtres humains. C'est vraiment sur un pied d'égalité, quoi. Ouais. Peter pensa brusquement qu'il mettrait Hans dans son tableau, justement, comme il était d'usage pour honorer un commanditaire, mais il hésita sur la place à lui attribuer. Il pouvait donner ses traits à l'un des paysans, mais l'idée d'être immortalisé sous cet aspect risquait de déplaire aux riches marchands, malgré la sympathie qu'il éprouvait pour ces gens simples. Cependant, il se souvenait de son ami et de la paysanne avec laquelle il avait fini par s'éclipser discrètement vers la fin du repas. Pour en garder la mémoire, sans compromettre Hans, il eut alors l'idée de le représenter en conversation avec un moine qui aurait célébré le mariage, de sorte que lui seul pourrait deviner l'allusion. Il en rit silencieusement dans sa barbe, heureux de cette facétie dont il se disait qu'elle donnerait du fil à retordre à tous ceux qui, dans l'avenir,
tâcherait d'interpréter son tableau. Mais là, c'est une totale invention, là, effectivement. J'ai cité ce passage, c'est intéressant parce qu'on peut presque dire, finalement, quand vous analysez, quand vous parlez de Klimt ou de Bruegel, au travail, un travail créatif face à leur toile, c'est peut-être, je me suis permis peut-être de comparer avec finalement l'écrivain on va changer la focale, on va peut-être. Donc il y a tout un processus créatif en marche, ce don d'observation du romancier aussi, capacité à saisir fugacement les personnages autour de soi. Il y a peut-être un parallèle à faire. J'irai encore un tout petit peu plus loin encore. Hein. Ce qui m'arrive quelquefois dans mes travaux, c'est qu'on est tellement dans l'histoire et le sujet nous happe tellement, on est tellement investi par le sujet qu'évidemment, le personnage en question nous devient extrêmement familier. Et même, à un moment donné, ce livre se donne à notre insu. À notre insu. Et je crois qu'il y a un travail presque d'ordre, je dirais, pas utiliser de grands mots, mais il y a un travail un peu presque ésotérique, pour ma part, qui se joue. Il y a une sorte de vampirisme réciproque. Hein, et donc j'ai l'impression, moi à un moment donné, quand ça m'est venu très précisément à la fin du texte, quand il est en train de mourir et qu'il est dans l'atelier, que je parle des chats de Klimt, et je traverse la cour moi-même, la cour qui mène à l'atelier, et qui est connue, hein, cet atelier est connu. Je traverse la cour. Et je vois les plantes. Je vois des chats qui sautent à travers ces gros rhododendrons. Parce qu'on sait que c'est des rhododendrons. C'est pas moi qui ai choisi comme ça, qui ai dit, tiens, c'est des rhododendrons. Non, parce que dans des archives, on sait que la cour il y avait beaucoup de rhododendrons. Et donc, il y a à un moment donné comme une sorte d'avancée quasi aveugle dans une histoire qui ne nous appartient plus, qu'on ne maîtrise plus, et qui fait que on a l'impression que c'est presque le personnage qui vous souffle des choses. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça que c'est la jouissance, la jubilation de l'écriture. C'est à ce moment-là. Moi, je me souviens, Marguerite Duras, pour parler d'elle, encore une fois, quand j'étais tout jeune, garçon, et que j'étais chez elle, elle me disait toujours « je vois, je vois, je vois, je vois ». Je dis « mais je vois quoi ?» Mais elle se prend pour une visionnaire. Mais oui, elle était une visionnaire, bien sûr. Il y a une autre Marguerite qui a très bien parlé de ça, c'est Marguerite Yourcenar, pour prendre des grands exemples. À propos des mémoires d'Adrien, par exemple, elle a expliqué qu'il y avait presque une forme d'hallucination, de magie, enfin elle emploie des termes comme ça très forts, qui sont des termes qui relèvent totalement de l'irrationnel, dans une forme d'identification au personnage d'Adrien qu'elle fait parler. Bien sûr. Oui. Dans l'œuvre au noir aussi, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Oui, qui se passe à la même époque qui se passe à l'époque de Bruegel, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est un travail qui ressemble, particulièrement sur les sujets que nous traitons. Enfin, par exemple, les chasseurs de neige. Il y a une sauvagerie dans le tableau, hein, qui apparaît, qui est une violence qui apparaît. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre au noir. Hein. C'est quelque chose qui est si fort que tout d'un coup, on est obligé de traverser ce mur noir. Parce qu'il est tellement... l'or, par exemple, de Klimt, l'or de ce tableau, est si puissant qu'il m'aveugle, au final. Et donc, il faut aller encore au-delà de cet aveuglement-là. Donc, c'est quelque chose qui est un peu magique. Hein. Oui. Oui, vous écrivez, Alain Viercondelet, Klimt considéra toujours la pratique de la peinture comme un douloureux labeur, une exigence à lui imposée, une marche pèlerine vers la mort ou l'éblouissement par l'or d'un monde supérieur. Sa peinture est à lire dans cette progressive et douloureuse marche à laquelle il est contraint. Vous écrivez qu'il avait atteint là la perfection, et je crois que c'est Émilie, sa compagne, qui dit voilà, il ne peut pas faire mieux. Quoi. Il est totalement... Il est obligé de passer à autre chose. Hein. Il ne peut plus peindre à la suite du baiser, il ne peut plus peindre dans cette filiation-là.
Il est obligé de passer à autre chose. Et il part à Paris, il va rencontrer Bonnard, il va rencontrer Van Gogh, il y a une admiration pour ces peintres-là. Et il y a un travail qui est différent et qui devient justement cette horreur du vide qui l'occupe, toujours d'ailleurs. Et il va peindre les plantes, les arbres, les forêts, sans aucune marge, dévorant même le cadre du tableau. J'évoquais à un moment donné l'Italie, peut-être on peut y revenir quand même, c'est important aussi bien quand même pour Klimt. Ah oui, le voyage, Ravenne, le voyage et italien a été très... C'était un peu une tradition, j'ai envie oui, de dire, c'est le pense, tour. pour les peintres. Oui, la plupart des peintres Italie, flamands ont fait le voyage en Italie, hein, donc oui. Bruegel, et donc ça, j'en fais témoigner son compagnon de route, là, qui était lui-même un peintre. Mais ce qui est intéressant chez Bruegel, c'est qu'il revient. La plupart des peintres flamands qui allaient en Italie allaient en Italie pour chercher le secret des Italiens, revenaient dans les Flandres et faisaient de la peinture italienne. C'était le cas d'ailleurs de son maître. Peter Koch van Elst, le maître de Bruegel, a fait une œuvre italianisante, hein, de qualité, mais qui évidemment n'a pas beaucoup d'originalité. Et ce qui est très intéressant chez Bruegel, c'est qu'il va en Italie pour les peintres, il voit la peinture italienne, il descend quand même jusqu'à Messine et peut-être même passe-t-il en Sicile. Donc, on s'imagine qu'à l'époque, un tel voyage, c'est une aventure. Hein. Et ça, bon, c'est attesté. On a quelques dessins, par exemple, qu'il peint à Rome. On a des dessins qu'il peint dans les Alpes. Et d'ailleurs, il y a trace dans sa peinture de montagnes alpines qui sont évidemment totalement irréalistes. Je parlais de réalisme tout à l'heure, mais c'est un réalisme très relatif, parce que par exemple dans Les Chasseurs dans la neige, il y a des sommets. Il y a à la fois une campagne qui est la campagne du Brabant, de la campine flamande, et puis il y a en même temps des sommets enneigés très, très dentelés, très aigus, qui évidemment sont des souvenirs de son voyage en Italie, dans une espèce de syncrétisme du paysage, qui est aussi une des forces d'ailleurs de Bruegel. Donc il rapporte ça aussi de son voyage, il rapporte en fait des quantités de croquis qu'il fait pendant le voyage, en particulier donc dans sa traversée des Alpes, qui l'impressionne beaucoup parce que c'est un homme du plat pays. Hein. Et puis évidemment, il en rapporte aussi ce qu'il a vu de la peinture italienne. Mais quand il revient, alors bien sûr, il fait des gravures, hein, puisqu'il y a toute une œuvre de graveur de Bruegel, puisqu'il travaillait pour l'atelier d'un grand graveur donc de son temps, à qui il fournissait donc en particulier des gravures de paysages, et de très beaux paysages alpestres. Et puis après, lorsqu'il se lance lui-même dans la peinture, en fait, il y a très très peu d'éléments italianisants dans sa peinture. Voilà, on dit que le repas de noces est inspiré des noces de Cana du Tintoret, je crois. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais évidemment, c'est une transposition complètement flamande. Enfin, à part la structure peut-être du tableau avec la longue table, mais pour le reste, évidemment, on est très loin de l'art italien. C'est-à-dire qu'il invente un art proprement flamand, mais après être allé voir les peintres italiens. Donc c'est un cas tout à fait original. Pour Klimt, c'est la même chose, hein, mais il aurait pu effectivement en rester là, c'est-à-dire ramener effectivement toute une inspiration italienne. Il a ramené les fonds dorés de la peinture gothique italienne, et puis il a surtout ramené les dorures et les mosaïques de Ravenne ou de Torcello, par exemple. La basilique Saint-Marc à Venise. Oui, aussi. et la basilique Saint-Marc, bien évidemment. Mais à l'intérieur de ce rapatriement, hein, il y a quelque chose qui est spécifique à lui, c'est-à-dire un érotisme aussi. Hein. Il y a aussi un érotisme et aussi l'inspiration de son ami, qui était le seul qui pouvait pénétrer dans l'atelier de Klimt, qui était Egon Schiele. Et Egon Schiele était très jeune. Hein. Il avait une vingtaine d'années à peine. Hein. Et Egon Schiele, à ce moment-là, peignait beaucoup de scènes de couple, dans des scènes d'amour, des scènes érotiques très, très fortes. Hein. Et d'ailleurs, la scène du baiser, c'est une scène qui est justement dans le secret de Klimt, parce qu'à la fois
la femme est totalement abandonnée dans une sorte d'abandon presque orgasmique. Et en même temps, le baiser, ce qu'on ne dit pas assez d'ailleurs, n'en est pas un. Il ne l'embrasse pas. Hein, il lui parle à l'oreille. Il lui parle à l'oreille. Alors, que lui dit-il? Ben, ça, c'est le sujet de notre bouquin. Hein. Voilà. Que dit-il à l'oreille de la jeune femme, hein? Il ne l'embrasse pas. Donc, c'est assez particulier quand même, vous voyez. Donc, Egon Schiele, vous dites. Oui. L'histoire se jouait ainsi entre la nuit et la lumière. Klimt, depuis peu, avait rencontré un jeune homme un peu fou, dégingandé et sûrement anorexique, prodigieux dessinateur qu'il avait pris en sympathie et sous son aile. Egon Schiele, c'était son nom, n'avait que 17 ans. Et tout de suite, après que Schiele lui eut montré ses dessins, des paysages surtout, Klimt avait été saisi par la force de son trait et par la puissance nerveuse et farouche du garçon, qui lui faisait penser à un Rimbaud viennois, révolté, à la sexualité vigoureuse, presque obsessionnelle. Tous les deux s'étaient entendus sur leur vision de Vienne et sur leur goût pour les prostituées et les femmes en général. Pour Schiele, Vienne était, comme il l'écrivait, la ville de l'ombre. Mieux encore, la ville est noire, tout y est artificiel, disait-il. Klimt aimait ses outrances et ses révoltes, ses brutalités d'enfant névrosé. On va peut-être même sûrement vous passer la parole. Ça fait un moment que nous sommes ensemble. Si vous avez peut-être des remarques, des questions, des réflexions pour Jean-Yves Lorichesse, Alain Viercondelet. Oui, monsieur. Alors moi, je me suis beaucoup enrichi en vous écoutant. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de richesses à acquérir. Alors d'abord, vous avez dit qu'on ne connaît pas la date de naissance de Bruegel, mais c'était la règle générale. On ne connaissait pas, sauf pour les rois, les princesses, les héritiers, les dauphins, mais sinon, on ne connaissait pas. Bon, probablement que pour Bruegel, on connaît rien de rien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, quand même. Moi, j'ai beaucoup été impressionné je suis toujours très impressionné par la peinture de Bruegel. Les quelques tableaux que je connais relativement bien, les chasseurs, les noces, la pie sur le gibet, pour moi, ça reflète une force tranquille. A priori, c'est pas forcément ce que vous ressentez toujours, mais dans ces tableaux-là, oui. Mais il y a autre chose, c'est que j'ai l'impression que c'est un arrêt sur image et qu'il suffit de peu de choses et l'image s'anime. Et c'est en cela que c'est une œuvre absolument remarquable parce qu'elle fait voyager véritablement, elle fait créer pratiquement le spectateur en quelque sorte. Et là, c'est évidemment un trou noir sans fond. Hein. Ce sera toujours ça. Voilà, c'est un petit peu la seule chose que je pouvais dire pour l'instant. Oui, je crois que là vous êtes au cœur du sujet, d'autant plus que si vous lisez le livre, vous verrez que cette idée que le tableau s'anime trouve une réalisation à un moment dans le livre. Mais plus largement, je crois que c'est le moteur même effectivement de ce type d'écriture, c'est que le tableau s'anime pour nous. Et c'est ce qui fait qu'on peut passer de cet art de l'espace qui est le tableau, qui est quand même une image immobile matériellement, à cet art du temps qui est le roman. Donc, parce que dans le tableau, il y a potentiellement, virtuellement, dans les tableaux de Bruegel, hein, c'est évidemment très, très variable selon les peintres, mais dans les tableaux de Bruegel, il y a effectivement cette vie, effectivement, arrêtée, qui ne demande qu'à se remettre en mouvement. Tout à fait. Dans Les Chasseurs dans la neige, c'est peut-être un peu moins évident parce qu'il y a la nature, il y a une dimension du spectacle de nature, mais il y a les chasseurs quand même qui s'éloignent. Et c'est vrai que je pense que j'ai un peu suivi les pas de ces chasseurs quand j'ai écrit ce premier livre. Et puis je me suis demandé qui pouvait sortir de cette maison qui est là. Et voilà, j'en ai fait sortir une jeune fille, un personnage imaginaire. Bon. Dans le repas de noces,
tout le tableau est animation. C'est-à-dire il y a non seulement ce qu'on voit, mais il y a ce qu'on devine des odeurs. Ça se passe dans une grange où où la moisson a été rentrée, donc il y a une muraille de foin avec un magnifique jaune, mais qui n'est pas seulement un jaune, parce que ce jaune-là, il nous fait aussi sentir l'odeur du foin. Il y a l'odeur de la bière, il y a la poussière, il y a les bruits des cornemuses, etc. Donc tout ça s'anime. Et la pie sur le gibet qui va s'envoler dans les secondes à venir. Oui, tout à fait. Moi, j'entends aussi ce que vous disiez, monsieur, à propos de la force tranquille. Je parle sous votre contrôle, hein, à propos de Bruegel. Mais je pense évidemment au laboureur dans La chute d'Icare. Hein, parce que dans le laboureur laboure son champ et regarde Icare sombrer dans les flots, mais ne le regarde pas, il continue son chemin. Et il y a donc un art du temps, je crois, chez Bruegel, qui est magnifique. Hein. Et aussi les choses qui passent, hein, c'est le temps qui passe. Hein. Et donc il y a à la fois une immobilité, j'y vois une immobilité, mais j'y vois aussi le mouvement du temps, hein, l'avancée du temps. Et cette idée d'une force tranquille me plaît bien parce que, effectivement, je crois que c'est comme ça que j'ai imaginé Bruegel. La personnalité de Bruegel, personne ne la connaît, même. Je veux dire, aucun historien de l'art ne se risque à imaginer la personnalité de Bruegel, parce que un historien ne peut pas faire ça. Un romancier peut le faire, et effectivement, je l'ai plutôt vu comme un personnage, effectivement, ayant une forme à la fois de force, qui vient peut-être aussi un peu de ses origines campagnardes, même s'il n'était pas fils de paysan comme le dit Van Mander, parce qu'il est peu probable qu'à l'époque, un fils de paysan ait pu devenir peintre, mais en tout cas, certainement quelqu'un qui a vécu proche des réalités campagnardes, et puis aussi cette force qu'il y a, effectivement, et cette vie. Oui, j'avais une petite question, parce que vous avez mentionné qu'il y avait des éléments subversifs dans cette peinture. Donc, si vous pouvez en dire un peu plus sur ça, sur du coup le tableau de Bruegel. Et en plus, au fait, à l'époque, il n'y avait pas de photographie. Donc, ce qu'on voit, c'est la conception, ou en tout cas la restitution de la réalité selon les peintres. Donc, du coup, je me demandais à quel point cette représentation... Est-ce qu'on sait s'il y a de la véracité là-dedans, s'il y a de l'intention du coup pour faire une démarche politique dans ces peintures, ou si c'est tout simplement un bon recueil des souvenirs que l'artiste a pu essayer de restituer? Je ne sais pas si j'étais claire. Oui. Sur la question de la véracité, alors manifestement, il y a chez lui, dans la représentation, par exemple, des paysans, de leurs costumes, de l'habitat, etc., il y a un réalisme, hein, mais qui est assez largement d'ailleurs le propre de l'école flamande, hein, au XVIe et au XVIIe siècle. Et là, je pense que les historiens de l'art en conviennent par des recoupements avec, non pas évidemment des photographies, mais enfin avec des objets qui ont subsisté, par le recoupement entre représentations aussi, qui ont une homogénéité, etc. Donc là, manifestement, Bruegel utilisait des carnets de dessin, il faisait des croquis d'après nature, hein, qui ensuite, d'où l'idée de Van Mander qu'il allait dans des fêtes paysannes, c'est-à-dire pas obligatoirement déguisé en paysan d'ailleurs, mais qu'il croquait, il faisait des croquis. Donc tout ce réalisme-là, il est absolument, je crois, incontestable, même si évidemment c'est une réalité qui est sublimée, qui est transcendée par la puissance de la construction, du trait, de la couleur. Enfin voilà, c'est évidemment tout autre chose qu'une photographie, ou en tout cas qu'une photographie documentaire. Quant à la dimension politique, alors là c'est vraiment pour le coup effectivement discuté par les historiens, hein. Certains historiens de l'art voient plutôt chez Bruegel une dimension essentiellement morale. C'est-à-dire que, au point par exemple qu'un tableau comme le repas de noces est interprété par certains historiens de l'art comme une mise en garde contre les excès de l'intempérance, de la gourmandise, etc. Voilà. Donc, donc une sorte un Bruegel moralisateur, donc, parce que évidemment avec un arrière-plan religieux qui est partagé par son époque. Moi j'ai pas retenu ce côté-là parce que c'est pas mon Bruegel. Mon Bruegel est plutôt un bon vivant que j'imagine difficilement
faisant ce tableau qui quand même est un tableau à certains égards plein de vie, de joie, etc., pour mettre en garde, je n'ai pas l'impression que ça mette particulièrement en garde contre quoi que ce soit. Bon, mais enfin, ça peut être une interprétation. Alors l'interprétation politique, elle est tout à fait différente. Elle ne porte pas d'ailleurs sur ce tableau-là. C'est moi qui l'ai plutôt transposé sur ce tableau. L'interprétation, mis à part le fait que j'ai trouvé chez les historiens, effectivement, que la représentation quand même des scènes comme ça populaires relevait d'une sorte de revendication flamande, si vous voulez, opposée évidemment au pouvoir de Philippe II. Mais il y a des tableaux qui sont beaucoup plus explicites. Et par exemple, il y avait une milice, on peut appeler ça comme ça, au service du duc d'Albe. C'était des mercenaires, en fait, d'ailleurs, qui étaient wallons. Des mercenaires wallons et qui étaient habillés de rouge. C'était des cavaliers, ils étaient extrêmement redoutés, c'était vraiment des brutes sanguinaires. Et ils semaient la terreur dans le pays. L'idée, c'était de démoraliser le peuple pour qu'il se tienne tranquille. Et ces cavaliers à manteau rouge, on les retrouve, par exemple, dans, je le citais tout à l'heure, le massacre des Innocents, qui est donc censé être une scène biblique. Donc, de certaine manière, Bruegel est couvert par rapport à la vigilance de l'Inquisition ou du duc d'Albe et de son tribunal, puisqu'il représente une scène religieuse. Mais en réalité, il y a des éléments qui sont des indices, des signes qui renvoient à ces cavaliers, effectivement, que vous pouvez voir sur le tableau, qui sont des cavaliers à cape rouge et qui sont là, qui sont les milices du roi Hérode. Alors évidemment, les inquisiteurs ou les sbires du duc d'Albe n'étaient certainement pas dupes, mais en même temps, comme ça n'était tout de même pas, disons, une démonstration frontale ou une prise de position frontale, que par ailleurs, Bruegel, comme je le montre aussi dans le livre, avait des appuis, y compris très haut placés, puisque il y a eu un cardinal, Arnaud de Granvelle, qui a été le cardinal de Granvelle, qui a été un premier ministre des Pays-Bas, qui a été un des protecteurs de Bruegel. Et donc il rusait comme ça, manifestement, pour placer dans certains tableaux quelques indices. Donc cette lecture politique m'a intéressé, cette valeur accordée au rouge aussi, d'où l'idée des noces rouges, parce que le rouge, on le retrouve dans ce tableau, le repas de noces. Alors apparemment beaucoup plus, beaucoup plus paisible, hein. C'est le rouge d'un manteau, c'est le rouge d'un bonnet, etc. Mais si on le met en relation avec la valeur du rouge dans d'autres tableaux, où là il a une dimension beaucoup plus violente, on se dit qu'il y a peut-être comme ça des phénomènes d'écho entre des tableaux dont les atmosphères sont évidemment très différentes, comme celui-ci et le massacre des Innocents. Voilà. Son engagement politique de Klim son engagement politique est important, puisque effectivement, il a été le promoteur de la sécession. Et donc, il a utilisé toutes sortes d'organes possibles, comme la presse, par exemple, pour publier des revues qui étaient des revues dédiées à la sécession viennoise. Donc, il y a effectivement une dimension politique très importante. Mais effectivement, il y a beaucoup de peintures dans l'histoire de l'art qui sont justement à étudier au plan aussi bien de la documentation qu'au plan politique. J'en veux deux exemples, cela pour répondre à Madame aussi. On pense à Canaletto, par exemple. Canaletto sert aujourd'hui à tous les grands, je dirais, artisans et spécialistes de Venise pour savoir la montée de l'eau au XVIIe siècle par rapport à la peinture. La ligne d'eau, par exemple, sur les quais, comment Canaletto l'a peinte, et ça nous sert de repère pour justement savoir s'il y a une montée des eaux à Venise ou pas. Et puis, je pense à Guernica également, parce que Picasso n'avait pas du tout l'intention au départ de faire un tableau sur le massacre de Guernica. C'était pas du tout le sujet. Et le sujet a été peindre la guerre. En général, c'est une allégorie, c'est tout. Mais ce n'était pas sur Guernica même. Mais évidemment, il y a mis quelques indices
qui étaient des indices qui ne peuvent pas faire de doute sur la question, hein, particulièrement le visage, les maisons de Guernica, les formes des fenêtres des fermes de Guernica, la femme au-dessus avec un fichu qui ressemble bien à une paysanne espagnole de l'époque, etc. Voilà. Mais sinon, pour Vienne, effectivement, il a été suspect de plus en plus. Hein. Il n'était plus invité à la cour, alors qu'il était autrefois, Klimt était reçu à la cour. Il était également, il recevait des commandes qui étaient assez importantes. Et à partir d'un certain moment, ces commandes ont déplu à l'empereur. Et particulièrement des personnages qu'il trouvait trop érotiques, justement, et le pouvoir en place ne l'a plus du tout employé. Mais quand il a présenté le baiser au Belvédère, en 1908, c'est la couronne qu'il a achetée. C'est l'empereur qui l'a achetée. Oui. Alors, ce qui est amusant quand même dans notre rencontre, c'est que les deux tableaux se retrouvent à Vienne et qu'en plus le repas de noces est à Vienne parce que l'empereur d'Autriche, Rodolphe Ernest d'abord, qui était archiduc d'Autriche, puis son frère Rodolphe, l'empereur, font venir les tableaux évidemment des Flandres qui sont leur possession, d'abord à Prague, puis finalement à Vienne. Ça, c'est quand même amusant comme rencontre. Voilà. Et que moi, comme on l'a dit tout à l'heure, mon prochain livre porte sur Icare et que je travaille sur Bruegel. Merci beaucoup, Jean-Yves Lorichesse.